À tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on continue la lecture avec le chapitre 11 de la Pierre de Lune. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi jusque-là, on a fait un peu plus tôt dans l'après-midi une vidéo explicative, un résumé condensé des 10 premiers chapitres, ainsi que des panneaux explicatifs, donc écrits sur les 10 premiers chapitres du roman, donc qui résument de manière assez précise et claire et courte les 10 premiers chapitres du roman, donc pour permettre à ceux qui n'auraient pas suivi de rattraper le train en route. Voilà, donc j'espère que ça permettra à certains de se joindre à nos lectures. Et sinon, il n'est jamais trop tard. On refera des vidéos pour vous résumer et vous expliquer les chapitres suivants. Donc aujourd'hui, je vous lis le chapitre 11. On vous lit le chapitre 11 parce qu'il est très long. Donc on l'a partagé en deux. Donc je fais un premier live avec la première partie du chapitre et Hélène prendra la suite dans un second live. Donc restez en ligne lorsque j'ai terminé de lire parce qu'il y aura une suite. Donc on en est à la fin de la soirée anniversaire de Miss Rachel, lorsque tous les invités sont partis et toute la maison est prête pour aller dormir. Donc je commence. Lorsque le dernier des invités eut disparu, j'allai retrouver Samuel à l'office. Milady et Miss Rachel sortaient du salon, suivis des deux cousins. Monsieur Godfrey demanda de l'eau-de-vie et du soda-water. Monsieur Franklin ne prit rien. Il s'assit dans le hall intérieur, paraissant mort de fatigue. Je pense que ses efforts de conversation pendant le cours de la soirée y étaient pour beaucoup. Milady, au moment de leur dire bonsoir, considéra le legs du colonel, qui brillait de tout son éclat sur la robe de sa fille. « Rachel, demanda-t-elle, où comptez-vous déposer le diamant pour cette nuit ?» Miss Rachel, fort animée, se trouvait justement dans cette situation d'esprit qui vous pousse à dire des sottises, à y persévérer, comme si vous étiez en plein bon sens. On peut souvent observer cette disposition chez les jeunes filles surexcitées par une journée trop agitée. D'abord, elle déclara ne savoir que faire de son diamant. Puis elle dit qu'elle le déposerait tout simplement sur sa toilette parmi ses autres bijoux. Après cela, elle se souvint que le diamant pourrait bien briller de son infernale lumière à travers l'obscurité et qu'elle aurait peur. Alors elle pensa à un meuble en bois des Indes placé dans son petit salon et se décida à y mettre le diamant indien, afin, disait-elle, de donner à deux merveilles du même pays le loisir de se contempler. Ayant laissé d'abord s'évaporer son petit babil, sa mère l'arrêta. « Ma chère, dit Milady, votre meuble ne ferme même pas à clé. »« Mon Dieu, maman, reprit Miss Rachel, sommes-nous donc dans un hôtel garni? Et y a-t-il des voleurs dans la maison ?» Sans relever cette manière de parler, Milady souhaita le bonsoir à ses neveux, puis, se tournant vers Miss Rachel, elle l'embrassa. « Pourquoi ne pas me laisser garder votre diamant pour cette nuit ?» lui demanda-t-elle. Miss Rachel reçut la proposition comme elle eût pu le faire quelques années auparavant si on lui avait demandé de se séparer d'une poupée favorite. Milady vit qu'il n'y avait pas moyen de raisonner avec elle ce soir-là. « Venez dans ma chambre demain matin, Rachel, j'ai à causer avec vous. » Sur ces derniers mots, elle nous quitta, paraissant absorbée par ses propres pensées et nullement enchantée des objets qu'elle lui offrait. Miss Rachel nous souhaita ensuite une bonne nuit. Elle donna une poignée de main à M. Godfrey, qui, debout à l'autre extrémité du hall, regardait un tableau. Puis elle se retourna vers M. Franklin, assis dans un coin, fatigué et silencieux. Je ne puis dire quels mots ils échangèrent. Mais tandis que je me trouvais près de la grande glace, je la vis tirer mystérieusement de son corsage le médaillon qu'il lui avait donné, et le lui montrer avec un sourire qui certainement dénotait une intention. Puis elle se dirigea légèrement vers son appartement. Cet incident ébranla un peu la confiance que j'avais eue jusque-là dans mon propre jugement. Je commençai à croire que Pénélope pouvait ne pas s'être trompée sur les préférences de sa jeune maîtresse. Dès que le départ de Miss Rachel lui eut rendu l'usage de ses yeux, M. Franklin m'aperçut. La mobilité de son esprit, qui le faisait passer sans cesse d'une préoccupation à une autre, le ramenait en ce moment sur les chapitres des Indiens. « Betteredge, me dit-il, je suis tenté de croire que j'ai pris M. Murthwaite ce soir par trop au sérieux. Peut-être a-t-il voulu essayer sur nous l'effet d'un de ses contes de voyageurs. Allez-vous vraiment lâcher les chiens ? » « Je vais enlever leur collier, monsieur, répondis-je, et, une fois libre pendant la nuit, je peux m'en rapporter à eux s'il en est besoin. Fort bien, dit M. Franklin. Nous verrons ce qu'il y a à faire demain.
je me sens peu porté à effrayer ma tante Betteredge sans qu'une raison péremptoire m'y oblige. Allons, bonsoir. Il avait l'air si pâle et si défait que lorsqu'il prit son bougeoir de mes mains pour monter à sa chambre, je me permis de lui conseiller un peu d'eau-de-vie dans de l'eau avant de s'endormir. M. Godfrey, revenant à nous de l'extrémité du hall, appuya mon avis et engagea M. Franklin de la façon la plus amicale à prendre quelque réconfortant. Si j'insiste sur ces menus détails, c'est qu'après avoir vu et su tous les incidents de la journée, je fus aise de remarquer que ces messieurs étaient en aussi bonne intelligence qu'auparavant. La discussion entendue par Pénélope et leur rivalité près de Miss Rachel semblaient n'avoir laissé aucun souvenir entre eux. Il est vrai que tous deux avaient le caractère bien fait, et que de plus, ils étaient aussi des gens du monde, et il faut avouer qu'en ce cas, l'éducation ne vous rend jamais aussi querelleur que lorsqu'en fait de position, on n'en possède aucune digne d'être ménagée. M. Franklin refusa le grog et monta avec M. Godfrey, leur chambre étant contiguë. Sur le palier, soit que M. Godfrey l'eût persuadé, soit par suite de sa mobilité d'esprit, il changea d'avis. « Peut-être en aurais-je besoin pendant la nuit, dit-il. Envoyez-moi de l'eau-de-vie dans ma chambre. » Je la fis monter par Samuel, et je sortis pour lâcher les chiens. Ils ne se connurent plus dans leur surprise de se voir détachés pour la nuit, et sautèrent sur moi comme des enfants. La pluie se chargea de les calmer. Ils humèrent un peu l'eau qui tombait, puis ils rentrèrent dans leur niche. La pluie tombait sans relâche. La terre était trempée, mais je crus voir que le temps s'améliorerait dans le courant de la nuit. Samuel et moi, nous fermâmes la maison après avoir fait notre ronde habituelle. J'examinai tout par moi-même et ne voulus point en cette occasion m'en rapporter à mon lieutenant. Tout était dans un ordre parfait lorsque j'allai reposer mes vieux os entre minuit et 1 heure du matin. Les fatigues du jour avaient été un peu fortes pour un homme de mon âge. En tout cas, l'agitation me donna un accès de la même maladie que M. Franklin, et il était plein jour lorsque je parvins à m'endormir. Tout le temps que je restai éveillé, la maison fut aussi silencieuse qu'un tombeau. Pas un bruit ne se fit entendre, sauf celui de la pluie et du vent qui s'éleva vers le matin à travers les arbres. Je m'éveillai vers 7h30, et j'ouvris ma fenêtre par laquelle entra un beau soleil. 8 heures sonnaient, et j'allais rattacher nos chiens, lorsqu'un froufrou de jupon se fit entendre sur l'escalier derrière moi. Je me retournai à temps pour voir Pénélope, courant après moi comme une folle. « Père, criait-elle, montez vite, pour l'amour de Dieu, le diamant a disparu. »« Avez-vous perdu l'esprit ?» lui demandai-je. « Disparu, répéta Pénélope, disparu, et personne ne sait comment. Venez, montez, vous verrez. » Elle m'entraîna à sa suite jusque dans le petit salon qui ouvrait sur la chambre de notre jeune lady. Miss Rachel se tenait sur le seuil, presque aussi pâle que le peignoir blanc qui l'enveloppait. Les 2 battants du meuble indien étaient tout ouverts. Un des tiroirs intérieurs avait été tiré jusqu'au bord autant qu'on pouvait le tirer. « Regardez, dit Pénélope, j'ai moi-même vu Miss Rachel mettre le diamant dans ce tiroir la nuit dernière. » Je m'approchai. Le tiroir était vide, en effet. « Est-ce exact, Miss ?» lui dis-je. Avec un regard et un son de voix qui ne lui appartenaient pas, Miss Rachel répondit comme ma fille l'avait fait. « Le diamant a disparu. » Ayant dit ces mots, elle rentra dans sa chambre et ferma la porte à clé. Avant que nous eussions repris nos esprits, Milady entra. Elle avait entendu le son de ma voix dans l'appartement de sa fille et voulait savoir ce qui se passait. La nouvelle de la perte du diamant la pétrifia. Elle alla aussitôt vers la chambre de Miss Rachel et insista pour entrer. Miss Rachel ouvrit sa porte. L'alarme se répandit dans la maison comme une traînée de poudre et les 2 gentlemen ne tardèrent pas à nous rejoindre. M. Godfrey fut le premier qui sortit de sa chambre. Tout ce qu'il put faire à l'annonce de cet événement fut de lever les mains au ciel en proie à une consternation qui ne parlait guère en faveur de sa force morale. M. Franklin, sur le jugement duquel j'avais compté pour nous donner un conseil, sembla aussi inutile et aussi ahuri que son cousin. Chose étonnante, il avait enfin passé une bonne nuit, et ce bienfait, auquel il n'était plus accoutumé, l'avait, nous dit-il, presque engourdi. Lorsqu'il eut avalé sa tasse de café noir, boisson que, suivant l'usage étranger, il prenait toujours plusieurs heures avant son déjeuner, son esprit sembla s'ouvrir. Le côté pratique se réveilla chez lui, et il prit l'affaire en main avec netteté et résolution, comme vous l'allez voir. Il fit d'abord comparaître les domestiques,
et leur donna l'ordre de se laisser tout l'étage inférieur, à l'exception de la porte d'entrée, que j'avais ouverte moi-même, dans l'état où je l'avais mis la veille au soir. Il proposa ensuite à son cousin et à moi qu'avant de prendre d'autres mesures, nous nous assurassions si le diamant n'aurait pas glissé accidentellement dans quelque autre tiroir, ou bien derrière le meuble, ou encore sous la table. Nous cherchâmes partout sans rien trouver. Puis, après avoir interrogé Pénélope, qui ne put nous en apprendre plus que le peu qu'elle m'en avait déjà dit, M. Franklin songea à questionner Miss Rachel et envoya Pénélope frapper à sa porte. Milady répondit et referma la porte sur elle. Un instant après, nous entendîmes Miss Rachel donner un double tour à la clé. Notre maîtresse était troublée et affligée. « La perte du diamant semble avoir accablé Rachel, répondit-elle aux demandes de M. Franklin. Elle évite d'en parler, même à moi, et cela de la manière la plus étrange. Il lui est impossible de vous voir en ce moment. » Ces mots ajoutèrent à notre perplexité. Milady, après un instant d'effort, retrouva son sang-froid et agit avec sa décision accoutumée. « Je pense qu'il n'y a plus d'espoir à conserver, dit-elle tranquillement, et qu'il ne nous reste qu'à faire demander la police. Certes, oui, et la première chose que devra faire la police, répondit M. Franklin, engageant tout de suite sa tante dans cette voie, sera d'arrêter les 3 jongleurs indiens qui sont venus hier soir sur la terrasse. Milady et M. Godfrey, qui n'étaient pas au courant de la conspiration, autant que nous, tressaillirent de surprise. Je ne puis, continua M. Franklin, m'expliquer en ce moment. Je n'ai que le temps de vous dire que le diamant a été certainement volé par les Indiens. Donnez-moi, dit-il en s'adressant à sa tante, une lettre pour un des magistrats de Friending Hall, lui disant seulement que je représente vos intérêts dans cette occasion, et je vais monter à cheval sur l'heure, car notre meilleure chance consiste à ne pas perdre un seul instant. Que ce fût le côté français ou le côté anglais qui prédomina en ce moment chez M. Franklin, ce qui est sûr, c'est qu'il se montrait alors tout à son avantage. Seulement, cela durerait-il ? Il plaça plume, encre et papier devant sa tante, qui, me sembla-t-il, écrivit la lettre presque à contre-cœur. S'il avait été possible de rester indifférent à la perte d'un joyau qui valait 20 000 livres, je crois qu'avec les mauvais pressentiments qui agitaient Milady, et ses doutes sur l'intention attachée au legs de son frère, elle eût vraiment éprouvé une sorte de soulagement, à savoir les voleurs et la pierre de lune à l'abri des poursuites. J'accompagnai M. Franklin aux écuries, et j'en pris occasion de lui demander comment les Indiens auraient pu pénétrer dans la maison. Mais notez bien que je les soupçonnais au moins aussi vivement que lui. L'un d'eux, me répondit-il, pourrait s'être glissé dans le hall pendant le mouvement de la sortie du dîner. Le coquin était peut-être caché sous le canapé lorsque ma tante et Rachel discutèrent le lieu où il convenait de déposer le diamant. Alors il n'aurait eu qu'à attendre que chacun fût bien endormi pour enlever le diamant renfermé dans le tiroir du meuble. Sur ces mots, il se fit ouvrir la grande porte par le groom et partit au galop. Cela semblait la seule explication plausible. Mais alors, comment le voleur avait-il réussi à s'échapper de la maison ? J'avais trouvé ce matin même la porte d'entrée barricadée comme je l'avais laissée la veille au soir, et cela au moment où j'allais ouvrir. Quant aux autres portes et fenêtres, n'ayant pas été touchées par moi ni par aucun autre, elles parlaient d'elles-mêmes. Et les chiens ? À supposer que le voleur fût sorti par une fenêtre de l'étage supérieur, comment leur aurait-il échappé ? Avait-il prévu le danger de ces sentinelles incommodes, et pour le conjurer, s'était-il muni d'une viande préparée ad hoc ? Ce doute entrait dans mon esprit lorsque les animaux en question arrivèrent sur moi, se roulant dans la rosée avec de tels accès de gaieté que je pus à peine venir à bout de les calmer et de les remettre à la chaîne. Plus je retournais la chose dans mon esprit, moins l'explication de M. Franklin me paraissait satisfaisante. Nous déjeunâmes, car quoi qu'il arrive dans une maison, vol ou meurtre, vous savez que, peu importe, il faut que chacun prenne ses repas. Quand nous eûmes fini, Milady m'envoya demander, et je fus forcé de lui faire le récit complet du petit drame que nous lui avions dissimulé jusqu'alors, avec le détail des menées exercées par les Indiens contre le diamant. C'était une femme d'un courage supérieur à son sexe. Elle surmonta promptement la première sensation d'effroi. Son esprit paraissait bien plus préoccupé de l'état de sa fille que de la conspiration de ces gueux de païens. « Vous savez, me dit Milady, combien Rachel est peu semblable aux autres filles de son âge.
Mais jamais, depuis que je la connais, je ne l'ai vue si bizarre et si renfermée qu'aujourd'hui. La perte de son bijou semble lui avoir troublé le cerveau. Qui eût jamais pu croire qu'en si peu de temps, ce misérable diamant aurait pris un pareil empire sur elle? Oui, c'était étrange, car pour ce qui est des bijoux et des frivolités en général, Miss Rachel était loin d'en être aussi affolée que bien d'autres jeunes personnes de son âge. Et pourtant, elle était là, inconsolable et enfermée dans sa chambre à coucher. Soyons justes toutefois, elle n'était pas la seule qui ne fût pas dans son état habituel. M. Godfrey, par exemple, né pour être un consolateur universel, était tout désorienté. Comme il n'était pas libre d'essayer sur Miss Rachel ses moyens de persuasion philanthropique, et que personne ne lui tenait compagnie, il parcourait la maison et les alentours en proie à une pénible indécision. Son esprit flottait entre deux partis à prendre à la suite du malheur qui nous était arrivé. Devait-il délivrer la famille de sa présence comme invité, ou devait-il plutôt rester et lui offrir ses humbles services dans le cas où il serait de quelque utilité? Il jugea, en fin de compte, que ce dernier parti était peut-être le plus naturel et le plus convenable dans la triste situation où nous nous trouvions. Ce sont les circonstances qui permettent d'apprécier de quel métal un homme est fait. Soumis à cette épreuve, le caractère de M. Godfrey se montra moins bien trempé que je ne l'aurais supposé. Quant aux servantes, à l'exception de Rosanna Spearman, qui se tenait à part, elles se mirent à chuchoter ensemble dans tous les coins et à promener partout des regards défiants, comme le fait toute la gente féminine d'une maison dès qu'il survient quelque chose d'insolite dans un intérieur. Je conviens que je fus moi-même agitée et de méchante humeur tout le jour. La maudite pierre de lune nous avait tous mis sans dessus dessous. M. Franklin revint un peu avant 11 heures. Le côté résolu de sa nature semblait avoir déjà cédé sous le poids de l'anxiété. Il était parti au galop, il revenait au pas. Il avait débuté par être ferme comme l'acier, et nous le retrouvions mou comme du coton. Pardon. Eh bien, lui dit Milady, la police vient-elle? Oui, répondit son neveu. Ils me suivent dans une voiture de louage. L'inspecteur Seagrave, de votre police locale, amène 2 de ses hommes. Pure formalité, du reste. L'affaire est sans espoir. Quoi? Demandai-je. Les Indiens ont-ils échappé? Les pauvres Indiens ont été appréhendés bien injustement, fut la réponse. Ils sont aussi innocents qu'un enfant dans le sein de sa mère. Ma pensée que l'un d'eux avait pu se cacher dans la maison a eu le sort de toutes mes autres idées. Elle s'est évanouie en fumée. Il a été prouvé, poursuivit M. Franklin, qui paraissait insister avec un plaisir extrême sur son incapacité, il a été prouvé que c'était tout simplement impossible. Après avoir pu juger de la surprise que nous causait ce nouvel aperçu de l'affaire du diamant, notre jeune gentleman s'assit à la demande de sa tante et commença à s'expliquer. Il paraît que le côté résolu de sa nature tint bon jusqu'à Freezing Hall. Il mit les faits sans commentaire sous les yeux du magistrat, et celui-ci fit sur-le-champ demander la police. La première enquête faite au sujet des Indiens démontra clairement qu'ils n'avaient même pas tenté de quitter la ville. De nouvelles questions lui apprirent que la police les avait vus rentrer tous trois avec le jeune garçon la nuit précédente entre 10 et 11 heures. Ce qui, en calculant les distances, prouvait qu'ils étaient revenus tout droit à Freezing Hall, après avoir cessé leur représentation sur la terrasse. Plus tard encore, à minuit, la police ayant eu l'occasion de pénétrer dans le garni où ils logeaient, les avait revus tous trois avec l'enfant. Il ne ressortait donc de tout ceci aucun indice contre les jongleurs. Le magistrat convint qu'il ne pouvait planer même l'ombre d'un soupçon sur eux. Mais comme les recherches ultérieures auxquelles les agents de police allaient se livrer pouvaient amener des découvertes compromettantes pour ces vagabonds, ils les feraient arrêter sous prévention et les tiendraient pendant une 8aine de jours à notre disposition. Ils avaient commis par ignorance je ne sais quel mince délit qui les mettait sous le coup de la loi. Toute institution humaine, y compris la justice, peut devenir élastique dans un intérêt quelconque. Le magistrat était un vieil ami de Milady, et les Indiens furent arrêtés préventivement le lendemain matin. Tel fut le récit que nous fit M. Franklin de l'emploi de sa matinée. La clé du mystère n'était plus aux mains des Indiens seuls, et si ces derniers étaient réellement innocents, qui au monde avait pu enlever le diamant de Miss Rachel de son tiroir? 10 minutes plus tard, à mon grand soulagement,
arriva l'inspecteur Seagrave. Il avait, nous apprit-il, rencontré sur la terrasse M. Franklin qui se chauffait au soleil, souvenir du midi, et qui avait prévenu la police que les recherches seraient vaines avant même qu'elles eussent commencé. Pour une famille placée dans notre situation, l'inspecteur de la police de Frizinghall Hall était le choix le plus rassurant qu'on pût souhaiter. Grand, de belle prestance et de tournure militaire, M. Seagrave joignait à une superbe voix de commandement un regard fier et assuré. Il portait une longue redingote sévèrement boutonnée jusqu'au menton. Tout en lui disait « Je suis l'homme qu'il vous faut ». Le ton péremptoire avec lequel il donnait ses ordres à ses deux subordonnés indiquait qu'avec lui, il n'y avait pas à plaisanter. Il commença par visiter les alentours extérieurs et intérieurs. Le résultat de ces investigations le convainquit qu'aucun voleur n'avait pénétré chez nous par effraction, et qu'en conséquence, le vol avait dû être commis par quelqu'un de la maison. Je vous laisse à penser l'agitation où furent les domestiques lorsque cette déclaration officielle parvint à leurs oreilles. L'inspecteur décida qu'il visiterait d'abord le petit salon et qu'ensuite il interrogerait les gens. En même temps, il posta un de ses hommes sur l'escalier qui menait aux chambres des domestiques, en lui enjoignant de ne laisser monter personne jusqu'à nouvel ordre. Cette dernière mesure porta au comble l'exaspération du sexe faible. Les femmes s'élancèrent en masse, entraînant Rosena Spearman avec elles, vers le boudoir de Miss Rachel et sommèrent M. Seagrave, ayant toute l'air de coupable, de leur dire laquelle d'entre elles ils soupçonnaient. M. Seagrave ne faiblit point dans cette occasion et leur posa par sa voix et sa contenance décidée. « Vous autres femmes, faites-moi maintenant le plaisir de redescendre, toutes tant que vous êtes. Je ne veux supporter la présence d'aucune de vous ici. Voyez de quoi déjà vous êtes la cause. » Et il désignait un coin de peinture endommagé situé à la partie extérieure de la porte de Miss Rachel, juste sous la serrure. « Voyez ce qu'ont fait vos jupons. Videz la place. » Rosanna, qui se trouvait la plus rapprochée de lui et aussi de l'incident de la porte, donna la première l'exemple de l'obéissance et partit faire son ouvrage. Les autres la suivirent. L'inspecteur acheva d'examiner la pièce et, n'y découvrant rien de nouveau, me demanda qui avait eu la première connaissance du vol. C'était ma fille. Elle fut mandée devant M. Seagrave. Le chef de la police se montra un peu trop tranchant d'abord, dans ses allures vis-à-vis de Pénélope. « Jeune fille, lui dit-il, veuillez me prêter toute votre attention et prenez garde de ne dire que la vérité. » Pénélope prit feu à cette injonction. « Je n'ai jamais appris à mentir, monsieur l'inspecteur. Si mon père est d'humeur à rester là paisiblement pour entendre sa fille soupçonnée de vol et de mensonge, ayant la porte de sa chambre fermée son nez et sa réputation attaquée, lorsque c'est sa seule et légitime fortune, je ne le reconnais plus pour être le bon père que je croyais. » Un mot de conciliation dit à propos par moi mit le chef de la police et Pénélope sur le pied d'une meilleure entente. Les questions et les réponses se suivirent et s'achevèrent sans amener aucun éclaircissement. Ma fille affirmait avoir vu Miss Rachel déposer le diamant dans le meuble indien un instant avant d'aller se coucher. Elle était venue à 8 heures du matin lui apporter son thé et avait trouvé le tiroir ouvert et vide. Là-dessus, elle avait donné l'alarme et elle ne pouvait rien dire de plus. Le chef de police demanda ensuite à voir Miss Rachel. Pénélope transmit la demande à travers la porte. La réponse nous parvint de même. « Je n'ai rien à dire à la police et je ne veux voir personne. » Notre inspecteur parut surpris et offensé dans son importance. Je lui dis que Miss Rachel étant malade, je la priais de prendre patience et de la voir un peu plus tard. Nous redescendîmes après cela et nous croisâmes M. Godfrey et M. Franklin dans le hall. Ces deux messieurs, comme habitants de la maison, comparurent devant M. Seagrave qui espérait tirer d'eux quelque lumière. Ni l'un ni l'autre ne savait rien. Avait-il entendu quelque bruit pendant la nuit précédente? Rien que la pluie tombant sans relâche. Avais-je, moi, qui m'étais endormi tard, entendu remuer quelqu'un? Personne. L'interrogatoire achevé, M. Franklin, qui persistait à croire le cas désespéré, me dit tout bas. Cet homme est un âne et ne nous sera bon à rien. M. Godfrey, à son tour, me murmura à l'oreille. Maître Edge, cet agent entend bien son affaire, il m'inspire beaucoup de confiance. Autant de personnes, autant d'opinions. Un ancien l'a dit longtemps avant moi. Voilà, on en est donc à la moitié du chapitre 11 et je passe le relais à Hélène. Merci de m'avoir écouté. À bientôt!